Allez, on se retrouve pour la séquence 26 minutes en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Nos invités sont déjà installés. Régis Arossi, bonjour. Bonjour Maël, bonjour Gaston et bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour Gaston Joy Agbo. Bonjour Maël, bonjour Monsieur Régis. Mesdames et messieurs, alors que l'Afrique de l'Ouest traverse une période de turbulence politique et diplomatique, deux événements majeurs recentrent l'attention sur l'avenir de l'intégration sous-régionale et monétaire. D'un côté, nous avons une dynamique de rapprochement politique entre le Sénégal et le Bénin, deux pays réputés pour leur stabilité et leur attachement au respect des normes démocratiques, qui ouvre bien sûr la voie à une nouvelle lecture des alliances sous-régionales, à l'heure où l'influence des blocs traditionnels comme la CEDEAO est fragilisée. Cette alliance politique Dakar-Cotonou, au-delà de ces enjeux bilatéraux, pourrait-elle constituer un levier stratégique pour sauver le projet d'intégration régionale ouest-africaine face au vent contraire? Nous en parlerons dans un premier temps avec nos invités. Alors, sans plus tarder, je commence par vous, Gaston Joy Agbo. Quelles sont les convergences politiques, diplomatiques ou idéologiques entre le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye et le Bénin de Patrice Talon? Alors, je vais déjà commencer par dire que s'il y a convergence, il devait y avoir au niveau de l'idéologie. Et pour rappeler le contexte, on se retrouve déjà dans une situation où la CEDEAO a vu se retirer 3 de ses États membres, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Et dernièrement, on a vu qu'il y a eu des turbulences au niveau de l'UEMOA. Et c'est au lendemain de tout cela qu'on se retrouve avec une rencontre entre le président du Sénégal, Diomaye Faye, et le président béninois, Patrice Talon. Et j'ai commencé par le dire, s'il y a une convergence entre les deux hommes, c'est leur idéologie, parce que ces deux hommes s'accordent sur le fait que actuellement, pour ce qui est de l'intégration au niveau de la sous-région ouest africaine, il faut une réforme au niveau de la manière dont les choses sont organisées jusque-là, parce qu'on a vu que les dynamiques ne sont plus les mêmes. Avant, il y avait cette sorte de flexibilité, on dirait que les peuples ne sont pas très impliqués ou ne participent pas assez à cette dynamique d'intégration. Mais de nos jours, on voit qu'il y a une forte mobilisation au niveau des peuples et qui sont déjà maintenant beaucoup plus intéressés par la chose publique, ce qui fait que la manière dont les choses évoluaient avant ne donne plus les résultats aujourd'hui, et on a vu tout ce qui a conduit au retrait des 3 pays de la CEDEAO. Donc tout cela amène ces États du point de vue de leur position stratégique, parce qu'on leur reconnaît également une sorte de démocratie qui est beaucoup plus avancée que les autres États. Donc quand on prend tout cela en compte, je pense que ces deux États peuvent ensemble essayer de faire quelque chose pour ce qui est de l'évolution de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Et c'est d'ailleurs pour cela que les deux hommes ont dû profiter du moment pour se rencontrer. Oui. Alors, Régis Arossi, c'est vrai qu'on va venir dans un second temps sur la crise UEMOA, mais est-ce qu'on peut parler d'une coïncidence en parlant de la rencontre Diomaye Faye et Patrice Talon? Par rapport à cette question, il faut dire que la question de cette rencontre entre le président Diomaye Faye, qui représente le Sénégal, et le Bénin s'inscrit dans un contexte assez particulier. Je pense que tout le monde le sait déjà. On se retrouve au niveau sous-régional à parler d'un multilatéralisme qui a reçu des coups après 50 ans d'existence. Donc cela remet en cause le fonctionnement de l'organisation, les réformes justement qu'il faut faire ressortir. Et au-delà de cet aspect, il faut aussi voir l'aspect sécuritaire, qui est un défi lié à tous les pays de cette zone-là. Donc aujourd'hui, on est en train de parler d'une rencontre entre le président sénégalais et le président béninois, et on se demande si c'est une coïncidence. La première chose qu'il faut faire remarquer est que les présidents
ont également fait remarquer, c'est que cette rencontre devait avoir lieu depuis. Parce que le président sénégalais tenait, après avoir été donc à la tête du Sénégal, à rencontrer le président béninois pour établir les bases d'une coopération déjà au niveau bilatéral avant de passer à tout ce qu'on peut dire du dispositif multilatéral. Et je pense que d'un côté, cette rencontre est bienvenue avec les nouveaux développements, on va dire, en griffe, qui montrent que sur un plan diplomatique, les deux pays cherchent à manifester donc leurs relations fraternelles et amicales. Et cela est tout bien arrivé parce que ces deux pays, sur un plan démocratique, quand on observe de loin avec tous les autres États, sont quand même présentent quand même de bons indices en griffe, si on peut ainsi le dire. Et en dehors de cela, il y a les dynamiques économiques entre les deux pays qui les chefs d'État cherchent à améliorer, à dynamiser. Ces dynamiques économiques existaient déjà, mais ces deux États cherchent à les dynamiser. Donc, je pense que sur un plan politique, ces États peuvent constituer un exemple. Ensuite, sur un plan économique, les solutions ou les mécanismes sont mis en place entre les deux États peuvent permettre à ce que ces États puissent avoir une certaine influence sur les autres États afin qu'on puisse revenir d'une certaine manière à une intégration déjà au niveau bilatéral pour avoir un effet sur le plan multilatéral. Et au-delà de cet aspect, il faut aussi voir l'aspect diplomatique avec les avancées qu'il pourrait y avoir entre les relations entre les deux États. Cela pourrait leur permettre de justement communiquer avec leurs pairs déjà qui sont encore dans la CEDEAO, mais aussi avec ceux de l'AES, parce que ne l'oublions pas, le président sénégalais, je pense qu'il est dans une position assez intéressante. Il discute autant avec ses pairs de la CEDEAO qu'avec les États de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est un point important qu'il faut faire remarquer aussi sur le plan diplomatique qui pourrait aider à ce que, d'une certaine manière, les liens ne soient pas coupés entre les États de l'AES et les États de la CEDEAO. Merci à vous. Alors, Gaston Joy Agbo, c'est vrai que quand on a écouté le point de presse du président Diomaye Faye, il a évoqué les différents axes de rapprochement et même de collaboration avec le Bénin. Mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette alliance? Oui, plus concrètement, je pense que c'est toujours la question au niveau de l'intégration régionale. Mais au-delà de tout cela, il faut voir l'économie parce que le Sénégal et le Bénin sont des pays qui entretiennent de bonnes relations. Mais dernièrement, on n'a pas vu se manifester ces relations sur le plan économique parce que quand on voit les données qu'on a, on ne voit pas déjà des échanges qu'il y a entre le Sénégal et le Bénin. Pas en tant que tel pour dire que entre les deux pays, il y a une relation économique assez fluide. Donc, je pense que cela sera corrigé et les deux États ont réitéré les affirmations à cet égard. Et au-delà de cela, nous avons la CEDEAO. Monsieur Régis a commencé par le dire. Le Sénégal est désigné comme médiateur pour ce qui est de la situation avec l'AES. Et nous connaissons déjà tout l'argumentaire qu'il y a eu par rapport à la position du Bénin et qui est vu par ces trois États comme entre griffes une menace, mais qui n'est pas forcément en tant que tel parce que nous n'avons pas les données, nous n'avons pas les preuves que effectivement ce que ces trois États avancent pour ce qui est de la position du Bénin est réellement vrai. Donc à ce niveau, on a un médiateur et un autre État qui est vu comme une menace, mais qu'on le veuille ou non, le Bénin a un rôle à jouer dans une réintégration au niveau de l'Afrique de l'Ouest parce que le Bénin a une position assez stratégique quand on prend l'Afrique de l'Ouest, c'est une porte d'entrée et qu'on le veuille ou non, ces trois États ont besoin de rétablir leurs relations avec le Bénin, mais dans l'état actuel des choses, on ne voit pas cette volonté se manifester au niveau déjà du Bénin et au niveau de ces États également. Donc avec ces relations et
avec les discussions qui pourraient avoir à la suite, on pourrait voir se manifester déjà un rapprochement entre le Bénin et les trois États. Du moins, les accusations pourraient tomber pour que les relations puissent commencer au profit déjà des populations, ce qui est souhaité par tout le monde, et ça va aboutir à un processus de réintégration réussi, ce qu'on appelle les réformes dont les deux chefs d'État essaient d'être les garants. Régis Rossi, peut-on parler d'un modèle d'un contre-modèle face au bloc AES? Alors, c'est assez intéressant la manière dont vous le dites, mais il ne faut pas réfléchir en termes de bloc. Non, il ne faut pas réfléchir en termes de bloc parce que les relations bilatérales existaient depuis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est en train de parler d'une alliance entre le Sénégal et le Bénin. C'est vrai que quand on regarde, on observe les dernières années, ça n'a pas été aussi marqué que cela avec des visites et des présidents, notamment de l'ancien président au Bénin ou du président béninois au Sénégal. Mais là, on se retrouve avec une visite de travail. Et la visite de travail consiste à ce que les chefs d'État puissent s'asseoir et puissent définir les cadres de coopération. Donc, c'est un processus ou un mécanisme normal qui existait. Donc, on ne peut pas parler d'un bloc qui vient contrer l'AES. Non, ce n'est pas dans cette dynamique que les chefs d'État sont. C'est beaucoup plus une dynamique de réflexion déjà au plan bilatéral pour permettre à ce que les deux États puissent retrouver leur intérêt, et ensuite la manière dont ces deux États auront dynamisé certains aspects de leur relation pourrait avoir entre un effet domino sur les... à l'intégration, bien à l'aliment d'autres États. Voilà, ça peut avoir un impact sur les autres États qui pourront peut-être observer la manière dont les situations évoluent entre le Bénin et le Sénégal. Donc, pour répondre directement à la question, on ne peut pas parler d'un contre-bloc contre l'AES. Ce qu'il faut rappeler et ce qui est très important, c'est que on est en train de parler d'une sous-région et on est en train de parler en même temps d'intégration. Et dans cette dynamique, je pense que tous les systèmes, tous les mécanismes d'intégration ont un chemin à faire. Et quand on observe même la région, c'est-à-dire l'Afrique en général et les autres mécanismes dans les autres sous-régions, c'est pratiquement la CEDEAO qui est le meilleur exemple qui a évolué. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout système, notamment la CEDEAO, peut se retrouver dans un processus où on va parler entre-temps de construction et après de déconstruction. C'est un cycle en fait. Donc je dirais que la manière dont on observe aujourd'hui les dynamiques pousse les États à voir les limites des dispositifs qui étaient effectifs présents et dont on exploitait les éléments, et donc de pouvoir trouver d'autres solutions qui pourront aider à asseoir une intégration assez intéressante, assez dynamique avec les intérêts des populations et des États en général. Alors, Gaston Joyagbo, on ne peut pas parler de contre-pouvoir, mais est-ce qu'on peut parler d'une alliance pour sauver l'intégration sous-régionale ou régionale de façon générale? Oui, beaucoup plus l'intégration économique, parce que pour ce qui est de l'intégration politique, il y a encore des choses à faire. Et on a vu par le passé le premier sommet qu'on a vu entre les États de l'Afrique de l'Ouest, où le Bénin, avec le discours du président Patrice Talon, a réitéré une sorte d'engagement, et le président disait que lui, avec le président du Nigeria, allait se mettre ensemble et se porter garant de cette nouvelle intégration économique qui allait se développer au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et quand nous voyons également le Sénégal avec la situation économique qu'il y a à l'interne au Sénégal, je pense que cela n'est pas anodin qu'on se retrouve désormais avec une rencontre entre le Sénégal et le Bénin, parce que je pense que c'est beaucoup plus pour
adhérer à cette vision portée par le Bénin pour ce qui est de l'intégration économique au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que cela devrait, si cela arrivait à être concrétisé, va être profitable à tous les États qui sont dans cette région-là, parce qu'on parle d'un marché commun. On a vu les économies de ces États. Il est vrai que ces États sont en Afrique de l'Ouest, mais leurs économies sont, bien qu'elles se complètent, assez divergentes, ce qui fait que le marché commun est un peu difficile à se voir concrétiser actuellement. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens que on peut parler de visite de travail, parce que Monsieur Régis là a bien fait de le rappeler. C'est une visite de travail et c'est beaucoup plus ponctuel. On ne va pas en visite de travail pour discuter des questions politiques ou pour divaguer, mais on a un sujet sur lequel on veut porter l'attention de son État dans un moment précis. Une annonce pour sauver l'intégration sous-régionale. Il ne faut pas répondre forcément oui, mais déjà c'est un pas pour aider à ce que l'intégration régionale soit effective, parce que après tout, une intégration régionale comprend l'intégration déjà entre les pays qui font partie de cet espace géographique. Et donc, s'il y a de belles dynamiques entre le Sénégal et le Bénin, ça fait déjà un pas dans l'intégration régionale qu'on souhaite, parce que après cet exemple, on va se retrouver avec le Sénégal ou le Bénin qui améliore ses relations avec d'autres États aussi. Et c'est la combinaison de ces bonnes dynamiques de coopération entre les États faisant partie de cet espace qui aidera à ce qu'on puisse parler d'une intégration effective. Et donc cela va passer non seulement par les États qui font partie de la CEDEAO, mais aussi avec les États de l'AES, même si on ne parlera pas d'une institution qui réunit les deux. On verra dans les faits qu'il y a une certaine intégration entre tous les pays de la région. Merci à vous. Je reste avec vous. De l'autre côté, nous avons la crise ouverte à l'UEMOA suite au retrait des ministres des Finances des pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, lors du dernier conseil tenu à Lomé, qui ravive justement les interrogations sur la pérennité de l'espace franc CFA. Alors, de façon générale, comment interprétez-vous déjà les ministres, bien sûr, des États de l'AES, les représentants qui ont claqué la porte lors de cette réunion? Okay. Et la question de l'UEMOA, bon, est assez, je ne veux pas dire délicate, mais assez remarquable quand on voit la manière dont les choses sont passées. Mais ce qu'il faut déjà faire ressortir, c'est que dès que ces États ont décidé de quitter la CEDEAO, nous, en tant qu'analystes géopolitiques, on s'est demandé, bon, qu'en est-il de l'UEMOA? Parce que c'est pratiquement, même si l'UEMOA est beaucoup plus spécifique, on sait que les intentions sont pratiquement les mêmes. Donc, au niveau de l'UEMOA, on retrouve des pays qui se retrouvent aussi au niveau de la CEDEAO. Et donc, l'une des premières questions qu'on s'est posées, on s'est dit, bon, qu'est-ce que sera l'attitude des États de l'AES en ce qui concerne donc cette institution qu'est l'UEMOA, qui recherche donc une certaine harmonisation au plan économique et monétaire pour les pays qui ont la monnaie, le franc CFA, si je ne me trompe pas. Et donc, pour analyser cette attitude, je vais dire en brief, c'est que déjà dans les relations internationales, cela, moi, me paraît assez normal, parce que quand on voit ce qui s'est passé, c'est qu'on a apparemment interdit la présidence à l'un des États de l'AES, le Burkina Faso, voilà. Et donc, c'est une réaction face à cela. Et on l'a vu déjà avec le Rwanda, avec le CEAC, où on a refusé également au président Paul Kagame ou au Rwanda de prendre la présidence, et il a décidé de se départir de l'institution. Donc, quand on observe les relations internationales, ce n'est pas nouveau de voir ce genre d'attitude. Et au-delà de cet aspect, moi je trouve que c'est cohérent en fait dans la manière dont les États de l'AES ont décidé
d'évoluer ou de prendre leurs décisions, les stratégies. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait souhaité que, au moins sur le plan économique et sur le plan monétaire, qu'on puisse s'entendre et qu'on n'arrive pas jusque-là et que les États faisant partie de l'UEMOA puissent trouver le moyen de faire ce que peut-être la CEDEAO n'a pas pu faire à un moment donné. Mais une chose est sûre, on est dans les réalités, les faits sont là. Maintenant, tout va dépendre de comment les États de l'UEMOA vont chercher à poursuivre les relations avec les États de l'AES pour atteindre l'objectif initial qu'on s'est fixé, celui d'avoir une monnaie commune, un marché commun pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens et pour que cela puisse avoir des répercussions assez bénéfiques pour chacun des États. Merci à vous. Alors, Gaston Dioyagbo, est-ce que cette volonté d'avoir cette vision d'avoir une monnaie commune et tout ça est-elle, je vais dire, entre griffes affectée? Affecté, bon, je ne pense pas réellement parce que au-delà de tout, on n'est pas encore au niveau d'un retrait de ces 3 États de l'UEMOA. Il est vrai que ces États ont essayé de montrer leur désaccord par rapport à un comportement qu'il y a eu à leur égard. Bon, même si on voit la manière dont cela est traité sur les réseaux sociaux, l'argumenté qu'il y a derrière, je ne pense pas que ce soit dans le fond l'intention de ces États. Parce que quand on voit la manière dont les choses se sont déroulées, c'est comme si on sous-estimait la capacité du Burkina Faso à prendre le leadership au niveau du Conseil des ministres de l'UEMOA, ce qui pourrait fâcher, ce qui pourrait mettre ces États en désaccord. Et ces 3 États se retrouvant désormais en confédération se doivent de rester unis pour ce qui est d'une décision à prendre. C'est pour cela qu'on a vu ces 3 États se comporter de la sorte. Maintenant, pour ce qui est du projet de la monnaie unique, ça c'est une grande question. Parce que on a commencé par parler de la monnaie unique il y a bien longtemps et jusque là je ne vois pas concrètement s'il y a des actions qui sont menées dans ce sens pour pouvoir atteindre la concrétisation de cette monnaie unique, parce que même l'écho qu'on est en train de clamer qui va remplacer le CFA, ça rime aussi ou bien s'adosse à l'euro, ce qui fait que il y a juste un changement de nom qui va se faire observer, mais dans le fond on va se retrouver avec la même monnaie. Et de l'autre côté, les États de l'AES ont déjà dit qu'ils vont essayer de leur côté de mettre en place une monnaie unique à ces 3 États-là. Mais justement, le système qui devait y avoir derrière n'est pas encore jusque-là mis en place et n'est pas encore fonctionnel pour qu'on puisse arriver de l'autre côté à une monnaie unique à l'AES. Ce qui fait que jusque-là, l'UEMOA a encore une certaine chance de retrouver ces 3 États en son sein pour ce qui est des jours à venir, mais dès le moment où ces 3 États auront la possibilité d'avoir leur propre monnaie sans avoir de difficultés à l'extérieur, parce que les États ils ne prennent pas leurs décisions juste sur un coup de tête. Il y a des analystes qui sont derrière, qui font des analyses et qui disent le comportement à adopter, ce que les chefs d'État essayent de mettre en pratique pour ne pas décevoir également l'électorat qui a derrière eux. Donc je pense que l'UEMOA désormais va essayer de respecter ces tests, parce que ce sont les tests qui exigent que la présidence soit ou revienne au Burkina Faso, ce qui n'est pas à observer dans les faits. Donc il faut désormais que les institutions ou les organisations d'intégration en Afrique de l'Ouest essayent déjà de respecter les tests d'origine. Merci à vous. Alors, on assiste, là on va vers une implosion de l'espace franc CFA. L'espace franc CFA jusque-là va toujours exister. Et je pense que, en tout cas, quand on regarde les faits, le Burkina Faso, le Niger, le Mali se sont retirés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont changé leur monnaie. Donc, ces États utilisent toujours le franc CFA. On va toujours utiliser la même monnaie qui aura la même valeur. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que notre objectif d'atteindre un marché commun avec l'institution qui était présente, est-ce que l'institution ne prend pas un coup par rapport à l'objectif que cette institution s'est fixé?
Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que même avec les États dans l'UEMOA, on n'avait pas forcément mis en place tout le dispositif nécessaire pour atteindre ce niveau d'harmonisation sur le plan économique. Parce qu'il faut regarder et il ne faut pas se mentir, les États de l'UEMOA n'ont pas forcément le même poids économique. Il y a encore des divergences. Ce que le Sénégal fait en matière économique, c'est pas la même chose que le Bénin, ce n'est pas la même chose que le Togo. Donc il faut d'abord passer par plusieurs étapes. Déjà la libre circulation des personnes et des biens, tout ça, c'est vrai que c'est réel, mais il y a peut-être encore des aspects à améliorer. Ensuite, il faut un marché commun qui soit assez effectif et la convergence économique doit être une certaine réalité avant qu'on puisse parler de monnaie unique. Et pour que la monnaie unique soit aussi assez impactante, il faut que les États de ces régions-là puissent avoir le contrôle sur cette monnaie, parce qu'on a vu la Chine face aux grandes puissances, la Chine qui a une monnaie pratiquement assez faible quand on regarde face à l'euro et au dollar, mais qui a quand même eu sa monnaie propre et a un contrôle sur la monnaie. Et je pense que c'est l'aspiration de tout État d'avoir un contrôle sur la monnaie pour pouvoir avoir une certaine liberté dans la gestion financière, dans la gestion commerciale et économique, ce qui pourra les aider à pouvoir mettre en place certains mécanismes. Et je pense que c'est l'objectif recherché par l'UEMOA, donc l'espace géographique UEMOA, pour changer de monnaie. Maintenant, on n'en est pas encore là, il faut encore beaucoup de travail, et je pense que cette nouvelle dynamique ou les derniers développements avec le retrait des pays de l'AES, au lieu d'être un élément de blocage, devrait être un élément de remise en cause de comment pouvoir approcher les États, même déjà individuellement sur le plan bilatéral et autres, pour pouvoir discuter de ces questions-là, pour pouvoir, parce que l'essentiel, ce n'est pas forcément l'institution, l'essentiel, c'est dans la pratique, comment on arrive à évoluer malgré le fait qu'on n'est pas peut-être ensemble, mais qu'on arrive à évoluer sur les étapes qu'il faut pour qu'on puisse changer le franc CFA, avoir une monnaie qui joue pour nos intérêts. Voilà. Merci à vous, Régis Arossi. Je rappelle, vous êtes analyste géopolitique également. Gaston Joy Agbo, vous êtes analyste géopolitique et bien sûr de Morgan Training. Morgan Training étant un cabinet conseil spécialisé dans la formation et l'insertion des analystes géopolitiques. Avec vous, nous avons abordé la crise ouverte à l'UEMOA vers une implosion de l'espace franc CFA, pas du tout. Hein. Il y a encore de beaux jours devant. D'après vos réponses également, Sénégal, Bénin, une alliance politique pour sauver l'intégration régionale, plus une alliance économique selon nos invités. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde. D'ici là, portez-vous bien.